Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Quantum of Solace. On continue donc notre récap de la série des James Bond avec Daniel Craig. J'ai envie de dire la série James Bond, pour faire simple. Et puis, donc avec Quantum of Solace, qui est donc sorti en 2008 et qui a été réalisé par Mark Foster. Et je l'avais vu la première fois, puisque j'avais beaucoup aimé Casino Royale, comme je vous l'avais dit dans la review précédente, et j'étais allé le voir au cinéma en version originale. Alors, comme je le disais à la fin de ma review sur Casino Royale, je vous renvoie à la review sur Casino Royale si vous avez besoin d'une remise en contexte du comment ces nouveaux James Bond ont commencé. Casino Royale a été un succès, et donc le deuxième la suite a été mis en production relativement vite. Mais ce film-là, ça a été un gros bordel, comme je le disais à la fin de ma précédente review. Alors en effet, le film il a été produit durant la fameuse grève des scénaristes de 2007. Alors là, je vous remets un petit peu dans le contexte. En 2007, il y a eu les renégociations du Minimum Base Agreement, grosso modo le revenu des auteurs scénaristes aux États-Unis. C'est une négociation qui a lieu tous les 3 ans, qui est revue, voilà quoi. Le syndicat des auteurs américains renégocie les points de contrat de base de tous les scénaristes de télé et de cinéma. Et donc ça s'appelle, il renégocie le Minimum Base Agreement. Et là, cette année-là, il n'y a pas eu d'entente. C'est rare, mais il n'y a pas eu d'entente. Et du coup, les scénaristes ont choisi de faire une grève très forte, très très suivie. Il faut bien comprendre qu'il y a des syndicats aux États-Unis qui sont extrêmement forts. Pas dans tous les domaines évidemment, puisque là, dans la plupart des domaines les grèves sont interdites. Juste pour information, dans le milieu du cinéma américain, la grève est interdite, il faut le savoir. C'est quand même intéressant. Voilà, et donc par exemple les syndicats des cascadeurs de films est un syndicat extrêmement fort. Grâce à eux, les cascadeurs sont très très bien protégés, et de mieux en mieux d'ailleurs aux États-Unis. On devrait peut-être prendre exemple ici en France, mais bon, peu importe. Donc le syndicat des auteurs est extrêmement fort, et donc quand ils ont dit on fait grève, il faut s'imaginer qu'il y avait la quasi-totalité de la profession qui faisait grève, de tous les gens qui sont payés à écrire des scénarios. Il y avait vraiment, on estime qu'il y avait quasiment 8 personnes sur 10, ce qui est énorme. Et en plus, comme les studios et les différents membres qui ont participé à ces négociations n'étaient pas d'accord, c'est une grève qui a duré extrêmement longtemps, quoi. Et donc, cette grève a duré 5 mois, de septembre 2017 à février 2008, jusqu'à la victoire des scénaristes. Je sais, ça peut paraître étonnant, mais oui, qui ont obtenu notamment, pour info, les droits d'auteur sur les DVD et les ventes internet. Je sais que ça peut paraître évident, de se dire, l'auteur, ce serait peut-être normal qu'il soit rémunéré sur les ventes de DVD et sur les ventes internet. Mais visiblement, même ça, il faut le négocier, quoi. Bon, bref, je ferme la parenthèse. J'arrête de faire mon gauchard de base. Et donc, le coût pour le milieu de l'audiovisuel américain a été tout simplement énorme. Ça a été des perturbations à la suite. Beaucoup de séries ont été repoussées, comme 24 heures chrono. Ils ont attendu clairement... ils ont repoussé d'une année. Ils ont fait la saison pour l'année suivante. Il y a eu moins d'épisodes dans la saison de Dr House cette année-là. Dr House, là, ça cartonnait. C'était la série qui cartonnait. Il y a carrément eu des annulations pures et simples de séries comme la drôlissime, enfin dans le sens raté, Bionic Woman, mais bon, c'est le seul exemple que j'ai trouvé, mais il y en a eu plein d'autres. Mais il y a aussi eu des perturbations énormes au cinéma. Beaucoup de grosses productions ont été décalées, repoussées, mises en sommeil ou carrément annulées. J'ai pas forcément d'exemple en tête là. Parce que les scénaristes sur les tournages de long métrage, c'est des gens qui sont indispensables. Même si on arrive avec un scénario très bien écrit au début du tournage, il y a des réécritures quotidiennes, parce que des réajustements de scénario en cas de problème, et des problèmes il y en a plein, ou simplement de changement de direction par la production. Quand je parlais de problèmes, éventuellement des blessures d'acteurs. Sur Lost in La Mancha, on a par exemple Jean Rochefort qui se blesse et puis qui peut plus faire de cheval à l'époque. Pour jouer Don Quichotte, c'était un peu chocolat. Ils ont cherché des solutions, ils en ont pas trouvé. Mais c'est ce genre de truc qui demande de réécrire, parce que des fois on avait pensé à des plans larges pour des échanges et ainsi de suite, et on se retrouve avec une blessure de l'acteur qui permet plus de faire ce plan comme ça, et on doit, mine de rien,
réécrire quand même les dialogues, parce que en termes de rythme, en termes de liaison, ça fonctionne plus vraiment, il faut faire attention à ça. Et là, le scénariste est du coup indispensable, puisque c'est lui qui écrit. Je sais qu'il y a des réalisateurs qui sont scénaristes aussi, et qui font le taf, mais en général, c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe de l'écriture en soi, parce que c'est un travail en soi. Et le réalisateur, il a plein de choses d'autres à penser au moment du tournage. Donc vous avez compris, c'est indispensable un scénariste sur un tournage. Du coup, en général, même à Hollywood, alors qu'ils ont beaucoup d'argent et tout certes, mais bon, quand les scénaristes font grève, ils sont visiblement très solidaires, et donc c'est mieux d'annuler un projet de film que de le tourner sans scénariste. En général, on évite ça. Mais voilà, pour le film qui nous intéresse aujourd'hui, Quantum of Solace, la pré-production était déjà beaucoup trop avancée, il y avait déjà eu beaucoup trop d'argent de mis, la date du film était très difficile à changer, du coup ils ont laissé tomber l'idée de le changer, et s'ils faisaient pas le tournage, il y avait trop de pertes financières, du coup le tournage a été maintenu. Alors il faut savoir que le réalisateur Mark Foster est un peu arrivé à la rescousse, parce que Daniel Craig, c'était un pote de Daniel Craig, et Daniel Craig allait un peu le chercher, et lui, au départ, il a fait des interviews dernièrement pour en parler, hein, puisque il est sorti du secret professionnel, il avait le droit d'en parler. Je crois qu'il avait une clause sur son contrat de 6 ou 7 ans, et maintenant, donc ça fait plus de 10 ans, donc il avait le droit d'en parler. On lui a posé la question, il a dit voilà, il est arrivé, on lui a dit non, mais t'inquiète pas, commence à tourner, cette grève elle va pas durer longtemps. Bon, je veux pas être méchant avec lui, mais il était très naïf, parce qu'à mon avis, les studios ils étaient bien contents d'avoir un mec qui peut sacrifier comme ça, hein, puisque Mark Foster n'est pas forcément un réalisateur de grand nom. Hein. C'est autre chose que Martin Campbell, qui a beaucoup plus d'expérience, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, Martin Campbell qui a réalisé donc le premier Casino Royale, et qui, à mon avis, connaît un petit peu mieux comment les studios fonctionnent. Et donc, on lui a dit, t'inquiète pas, cette grève des scénaristes va pas durer, viens, commence le film, puis on commence à tourner déjà ce qui est écrit, et puis ensuite, on verra. Et évidemment, la grève s'est éternisée, et il a fallu qu'il écrive le film sur le tournage. Pour vous donner une échelle d'idée du truc, Paul Haggis, qui était encore au scénario sur ce film-là et qui ne sera pas sur le suivant, tiens, c'est surprenant, il aurait fini le premier jet du scénario 2 heures avant le début de la grève des auteurs. Hein. Donc c'est vraiment genre, il a fini un premier jet, et il a donné, et hop, il était en grève. Hein. Donc ça, mettre dans la merde le tournage, ça c'est, tu peux faire difficilement mieux. Mais je ne tiens pas à ce qu'on ait l'impression que j'incrimine Paul Haggis. Au contraire, c'était très important comme négociation, ils ont bien fait. Et les studios font chocolat beaucoup trop de monde dans le milieu de l'audiovisuel pour que que je puisse envisager de dire au scénariste, vous auriez mieux fait d'écrire le film mieux et de sacrifier tout au nom de l'art. Non, c'est bon, on connaît l'histoire. Il y a des moments très importants où il faut savoir être fort collectivement, et ils l'ont fait, donc il a très bien fait. Mais un premier jet de scénario, pour vous donner une échelle d'idée, c'est un truc, des fois il y a genre... à une époque, on mettait par exemple des phrases du genre et les Indiens prirent le fort. C'est un exemple de Joel Silver dans le making-of de Matrix que j'aime bien. C'est juste une phrase. Mais sur le plan de tournage et sur le budget, ainsi de suite, c'est peut-être la séquence qui va coûter le plus cher. À l'époque, on pouvait se permettre d'écrire juste ça, parce qu'on faisait confiance au réalisateur, au metteur en scène, au cascadeur, machin. Avec le temps, on est devenu de plus en plus exigeant sur les qualités des cascades, et ainsi de suite, le public est devenu plus critique, son œil s'est aiguisé, et donc on se permet plus ce genre de truc. On finit par écrire plus ou moins la séquence, ou au moins le déroulé dramatique, on essaie d'avoir une idée de ce qui se passe beaucoup plus précise avant de commencer à tourner, même si évidemment, selon les éléments, selon les cascadeurs, selon les potentiels, le réalisateur se trouve toujours à réadapter un petit peu, pas forcément beaucoup, mais un petit peu. C'est rare qu'on réadapte pas. Et là, en l'occurrence, un premier jet de scénario, il pouvait encore avoir ce genre de phrase, quoi. James Bond les poursuit et les rattrape, ou alors pire, poursuite en voiture et introduction du film. Donc ça laisse quand même le réalisateur avec très peu d'éléments pour construire sa narration. C'est limite bosser avec rien, hein, je caricature à peine. Bref, le scénario était loin d'être abouti. Et en plus, Mark Forster, comme je disais, était jeune réalisateur à l'époque. Il avait été recommandé par Daniel Craig, donc c'était bien d'avoir le soutien de l'acteur principal. Mais il était inexpérimenté sur des productions de cette taille. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a fait des productions aussi costauds que celle-là, s'il a fait World War Z, qui n'était pas réussi d'ailleurs, mais bon, peu importe. Visiblement, ça a l'air d'être compliqué pour lui, ce genre de production. Ça commence tout ça, scénario non abouti, réalisateur inexpérimenté, contexte de pré-production avancé, ça commence à faire beaucoup pour un seul film. Et en plus,
Comme la production était rapide, le film devait sortir en 2008, il y a eu beaucoup d'accidents sur le tournage, beaucoup de gens qui ont été blessés, paraît-il des blessures graves parfois, donc c'est dire, ça a été vraiment un peu le Capharnaüm ce tournage. Résultat, ben, c'est le film le plus cher de l'histoire de la série Bond, encore aujourd'hui. Bref, j'avais besoin de donner ce contexte parce que Quantum of Solace, c'est le film de la série des James Bond qui est le plus détesté, mal aimé. Ce qui est compréhensible au résultat. Moi-même, j'étais pas très content quand j'étais sorti du cinéma, j'avais trouvé le film moyen. Voire très très moyen. Voire pas bon du tout. Mais j'ai appris avec cette mise en contexte, notamment en cherchant il y a quelques années, que c'était un film qui n'avait pas été fait dans des bonnes conditions du tout. Mais alors pas du tout, quoi. Alors du coup, je préférerais qu'on voit cette review que je vais faire comme en se posant une question que je trouve intéressante, c'est-à-dire en tenant compte de ce contexte, donc le film a été fait dans un très mauvais contexte, que vaut ce Quantum of Solace? Je trouve que c'est plus intéressant de le poser comme ça que de simplement le voir ex nihilo et dire voilà, en tant que film intrinsèque. Non, c'est plus intéressant de dire en tant que film qui a bénéficié de très très mauvaises conditions d'écriture et de tournage, qu'est-ce qu'on peut en penser? Mais d'abord le pitch. Alors qu'il vient tout juste d'être capturé par Bond, Mr. White s'échappe grâce à un traître au sein du MI6, un membre d'une organisation secrète que même M ne connaît pas, l'association criminelle internationale Quantum. Toujours sur les traces de Mr. White et de l'homme qui a manipulé Vesper dans Casino Royale, Bond rencontre Camille, elle aussi en quête de vengeance contre Dominic Green, un mania de l'écologie, carnassier impitoyable et membre de Quantum. Je l'ai mal exprimé dans ce pitch, mais le film tourne autour du désir de Bond de venger Vesper, de l'homme qui l'aurait manipulé, ce qu'on apprend dans Casino Royale. Donc il s'agit vraiment d'une suite directe. L'idée est vraiment intéressante, parce que ça permet au film d'être globalement très nerveux, notamment parce que malgré la fin de Casino Royale, Bond peut toujours avoir envie de venger Vesper, et donc il est encore un peu rustre et irréfléchi. Il y a un running gag au début du film, notamment sur le fait que Bond tue tout le temps, et qui est assez drôle, qui est assez bien vu, je trouve qu'il fonctionne bien au début du film. Même si comme la fin est un peu expédiée, ça fonctionne pas globalement. À la fin, Bond ne se venge pas, je spoil à peine, ce qui est un peu le symbole du fait qu'il ne tue plus si c'est vraiment pas nécessaire. Mais comme le film est mal équilibré, pas très lisible, pas très efficace, bah ça se casse un petit peu la gueule. On sent globalement que le film a été écrit pendant le tournage. La présence de M, par exemple, sur le terrain, est trop souvent dynamisé le dialogue, certes, mais rend le rôle de chef de M un peu absurde. Pourquoi elle est toujours sur le terrain? Depuis quand? Pourquoi faire? Enfin, c'est vraiment bizarre, et c'est en contraste avec le premier film en plus. C'est vraiment bizarre comme choix. Même sur un tournage court. Au final, il n'y a pas de raison, elle n'a pas de raison réelle d'être là, autre que elle doit être là. C'est un exemple qui montre bien le problème principal de Quantum of Solace, c'est-à-dire une histoire sans structure réellement solide. Pour la petite parenthèse, Mark Forster avait beaucoup aimé sa performance dans Casino Royale, et il l'a introduit à l'histoire de manière un peu au forceps, parce qu'il voulait l'avoir sur le tournage. Mais j'imagine aussi qu'il s'est dit qu'avec un scénario peu écrit, ça passe toujours mieux quand c'est Judi Dench qui dit un dialogue, même s'il est moyennement écrit, que Jojo le rigolo ou Josette qu'on connaît pas, quoi. Enfin, vous comprenez l'idée. Et c'est pas idiot d'ailleurs. Il y a des acteurs comme ça qui arrivent à faire vivre des dialogues. Surtout les acteurs qui prennent de l'âge, ça c'est impressionnant. C'est le cas par exemple d'Ian McKellen ou Patrick Stewart sur les X-Men. Bref, je ferme la parenthèse. Paradoxalement, c'est le film Bond avec le plus de poursuites et de scènes de combat de toute la saga Bond. Et pourtant, je trouve que c'est difficile de ressortir une scène d'action réelle de mémoire de ce film, parce que l'implication ne se produit souvent pas. Le film essaye, en incluant notamment l'histoire de Vesper ou la mort de Matisse, qui était déjà dans le film précédent, de nous introduire un peu plus dans l'histoire, de nous faire éprouver des choses un peu pour ce qui se passe pour Bond et pour les personnages, mais non, parce que ça arrive de manière un peu comme des cheveux sur la soupe, ça a du mal à réellement décoller, et la réintroduction de Vesper est maladroite, comme celle de Matisse d'ailleurs dans l'histoire. Même si c'est moins maladroit sur Matisse, puisqu'on le retrouve avec sa femme qui dit clairement que voilà, elle sait qu'ils l'ont torturé dans le précédent en se trompant, tout simplement.
et que voilà, Matisse devrait leur en vouloir, et Bond arrive quand même à le réembarquer dedans. La scène est plutôt bien foutue, et Giancarlo Giannini est très bon, du coup, je crois que c'est ça, Giancarlo Giovanni ou Giannini, il est très bon, donc ça pose aucun souci, mais c'est pas non plus transcendant, et au final, il a un rôle dans le film tellement, voilà, il doit l'introduire quelque part, il l'introduit, il se fait trahir, il meurt, enfin voilà, ça décolle pas vraiment, quoi, c'est dommage. Le personnage avait peut-être un autre potentiel avant de le tuer, je pense, dans le deuxième film aussi vite. Bon, en tout cas, j'imagine qu'ils ont dû le faire, parce que ça manquait un petit peu de rebondissement tout ce scénario, et que Mark Foster devait trouver des moyens rapides d'essayer de créer de l'attachement à l'histoire et à ce qui arrive à James Bond. Mais pour le coup, je trouve que ça ne fonctionne pas vraiment. C'est très mou, tout ça. Pareil pour le moment où M, je spoil, retire à Bond ses accréditations. Donc techniquement, il a plus d'argent, il doit se démerder tout seul. Et ben, c'est assez énorme comme truc. Et ben, c'est juste une péripétie, quoi. Il règle la question en deux. C'est intéressant, hein, l'idée que Bond soit poursuivi par le MI6, la CIA, et que tout le monde considère que c'est un agent rebelle et tout. Mais finalement, c'est pas du tout exploité dans le film au profit de cascades sans enjeu réel ou de séquences bizarres où à un moment donné, il trouve un gars dans un bar, les gars de la CIA sont supposés lui tomber dessus, il arrive à s'enfuir, à tous les éviter, et finalement il se passe rien. On s'attend à une grosse poursuite, à un gros truc, quoi, et il se passe rien. Et pourtant, c'était une... C'est même pas, c'était un cadeau, ça, comme séquence. Bond qui doit fuir la CIA et le MI6 en même temps, puis réussir à s'en aller en avion, là où il veut partir et tout. Ça aurait pu donner une sacrée course-poursuite, marrante, ludique, montrer un petit peu le monde paranoïaque des agents et comment il peut gérer, il doit essayer de gérer ça. Mais non. Il s'enfuit, il passe 2 bâtiments, et puis il arrive à s'enfuir. Enfin, je caricature, mais c'est vraiment des choix étranges qu'a fait Mark Forster et qui dégonflent bizarrement des moments qui auraient pu être tout simplement intéressants, au-delà de cascades vraiment gratuites. Et juste après, on a une sorte d'accident d'avion qui a pas grand intérêt, enfin, faut être honnête, quoi. La séquence est jolie, mais du coup, il n'y a aucune tension dans cette séquence. On se doute bien qu'ils vont pas mourir, enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre comme choix. Après, c'est le genre d'erreur qu'on fait, je pense, quand on est dans le speed au tournage et qu'on a des millions de dollars au cul avec la production qui va te dire oui, bah écoute, la poursuite là entre les hôtels, c'est pas terrible. Par contre, on a chopé un avion et on aimerait bien une séquence où il s'écrase. Bon, voilà. Je caricature, mais il peut arriver des choses carrément absurdes quand on se retrouve sur un tournage sans scénario avec une équipe de 200 personnes qui vous attend et des producteurs derrière qui veulent en plus des choses précises parce que c'est un James Bond. Le film est spectaculaire, hein, en général, faut m'entendre. Mais il n'y a pas d'enjeu, du coup, l'implication est pas réelle, quoi. On est un peu hors de l'histoire. Exactement le problème d'un film tourné-monté, en fait. La continuité des idées est très difficile à tenir, parce que y a quasiment rien qui est préparé en avance. Donc c'est très très difficile de se dire, dans 10 jours, je vais arriver à tel moment, et on va retourner complètement la situation. Ouais, c'est un peu délicat de faire ça, parce que ça se voit, ça fait bricoler. Du coup, beaucoup, voire peut-être tous, je sais pas, les défauts du film viennent selon moi de ce contexte de création très bancal. On peut ajouter comme défaut dû à ce manque d'écriture, le personnage de la CIA qui est corrompu, qui fonctionne pas du tout, c'est David Harbour, le flic dans Stranger Things notamment, qui est une caricature sans fond, vraiment. Mathieu Almaric qui joue le rôle de Dominic Green, un méchant qui est clairement intéressant, mais comme le film manque d'ampleur, le méchant aussi, tout simplement. Hein. Le chiffre était dans Casino Royale beaucoup plus intéressant parce que mieux écrit, tout simplement. Pour la petite parenthèse, Almaric demandait durant le tournage à Forster de rajouter quelque chose pour lui donner un petit peu de caractérisation, un monocle ou n'importe quoi, pour densifier le personnage de Green. Et Forster ne voulait pas. Et en fait, ils avaient tous les deux raison. Forster a refusé parce que, effectivement, le visage d'Almaric est très efficace pour transmettre un charme machiavélique au personnage de Dominic Green, et il y a vraiment des moments dans le film qui sont excellents, où il arrive à imprégner le personnage d'une sorte de mystère, d'une sorte de danger latent. Il fait vraiment très bien un méchant de Bond. Ça, c'est un des trucs qui est flagrant dans ce que Mathieu Almaric arrive à proposer avec ce regard-là, des yeux grands ouverts, mais quelque chose de brillant. Je sais pas comment il a obtenu ça, mais c'est vraiment très bon, ce que propose Almaric là-dessus. Mais en même temps, Almaric a senti que son personnage manquait de fond, de construction, et donc il avait quelque part raison. Il y avait peut-être quelque chose à faire pour inventer
un Dominic un Dominic Green un peu plus profond. Du coup, le résultat dans le film, bah, c'est que Green a une apparence intéressante, mais il est creux. Ce qui, en quelque sorte, est aussi un défaut dû à l'écriture de base, tout simplement, quoi. Comment faire un méchant machiavélique et dangereux avec un scénario pas écrit? C'est chaud, faut partir sur une idée, s'y tenir, et aller à fond jusqu'à la fin, et si on se rend compte à la fin que c'est naze, le film est naze. Donc je comprends que Mark Forster n'ait pas forcément pris ce risque-là, et en fait un film plus hard-boiled, plus direct. La scène de confrontation, d'ailleurs, aussi à la fin, entre Bond et Green, est étrange, un choix étrange. Et grosso modo, Bond et lui se combattent au corps à corps, alors que c'est pas le genre de méchant qu'on voit dans le reste du film, qu'on penserait capable déjà de se battre avec Bond, et qui en viendrait à ça, et il choisirait d'envoyer des mecs à sa place, enfin je sais pas. Et c'est un peu étrange la fin du film, parce qu'il se retrouve dans un endroit très, très isolé, très, très spécifique. On se dit, bah du coup, le méchant doit avoir une armée à lui tout seul, hein. En plus, il rencontre une sorte de général, machin, qui va corrompre. Donc tu comprends que le mec aussi a une armée avec lui, donc tu te dis, bon, bah tout ce monde-là va être contre Bond. Mais en fait, non, on se retrouve un peu avec 3 Playmobil dans un garage. Enfin, je sais pas, ils sont 4, quoi. Bond les allonge. Et ensuite, il se bat contre Green tout seul. Enfin, c'est vraiment, vraiment bizarre comme choix. Pourquoi il n'y a pas eu de grosse fusillade dans un décor, dans le décor magnifique de cet hôtel à la fin? Pardon, excusez-moi. Il fait très chaud là, donc c'est un peu, j'ai parfois des petits coups de barre, désolé. Pourquoi ils sont pas battus dans ce décor, comme je disais, d'hôtel magnifique là, quasi futuriste? C'était vachement bien, ça aurait pu donner lieu à des plans et à une fusillade de qualité. Franchement, je comprends pas. Il y avait beaucoup de choses de plus difficiles auxquelles Bond aurait pu être confronté que ça, que 4 mecs dans un garage et puis ensuite le méchant. Bon, il y a quelques bonnes idées, hein. Green se bat en fait avec la rage comme un enragé, du coup c'est un peu difficile pour un mec comme Bond de combattre. Il doit s'adapter un peu au fait que le mec est un peu ne sait pas se battre, mais il y va comme un fou, quoi. Et ça renvoie un petit peu à son tempérament un peu explosif, vulgaire, quoi qu'il a par moment, notamment quand il s'adresse à Camille et tout. Donc c'est pas mal. Je trouve que ça marche pas mal du coup à l'écran, c'est quelque chose qu'on sent aussi, c'est assez réussi. Pareil, la vengeance de Camille, elle est plutôt bien amenée, puisqu'elle essaie de se venger pendant tout le film, et là elle en a l'occasion, et on voit Bond lui parler de ça, de comment on se venge. C'est pas mal aussi ça comme truc. Ça densifie pas mal le personnage de Bond, même pour les films suivants, ça pour le coup c'est assez réussi. Pareil pour la peur du feu, à un moment donné on se rend compte que Camille a peur du feu, parce que ça, quand elle était gamine elle a été coincée avec sa famille morte dans la maison qui était en train de brûler, et c'est pas mal du coup comme explication, c'est pas extraordinaire mais c'est pas mal. Mais globalement, cette scène de fin manque d'ampleur. Ça tue un peu plus le film qui est déjà en recherche de souffle constamment. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà, Quantum of Solace c'est un mauvais film. Certes. Et pour toutes les raisons que j'ai dit avant. Mais, quand on sait que le film est fait sans scénario fini, et qu'il a été tourné sans scénario, et que le scénario a été fait un petit peu au jour le jour, et c'est pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. C'est un film nerveux, avec des scènes d'action spectaculaires, à défaut d'être tendu. En plus, il y a quelques audaces. Le film est une suite directe du précédent Bond, pour de vrais enjeux, pas seulement comme un gimmick. Ensuite, il est mal écrit et très mal intégré, mais c'est quand même audacieux. Le casting est lui globalement bon, je trouve. Craig et Almaric sont vraiment très bien. Kurilenko aussi, je trouve que je l'ai vu dans plusieurs films, je trouve que c'est son meilleur rôle, à Olga Kurilenko, dans le rôle de Camille. Enfin voilà, c'est un petit film d'action finalement, pas désagréable, même s'il se plante quand il essaie de prendre de l'ampleur. Voilà, comme je disais avant, Bond pourchassé par le MI6 ou la CIA, ça n'a pas l'air d'être si difficile de les fuir, hein, ces super agences secrètes là. Construire le film sur la fin du précédent, c'est intéressant, mais ça demande de réintroduire réellement l'intrigue, pas seulement d'en parler, ça c'est un petit peu faible. C'est là où on voit vraiment que le scénario n'était pas écrit, parce qu'il n'y avait pas moyen de rattraper ça en faisant une nouvelle scène par exemple avec Eva Green, ou je sais pas. Pour moi, c'est donc un bon petit film d'action finalement, parce que le contexte de tournage a été très très difficile. Et en plus, c'est terrible quand au soleil, c'est coincé probablement entre les deux meilleurs James Bond. Je spoil un peu ma critique de Skyfall qui va arriver, mais voilà, Casino Royale et Skyfall, c'est peut-être, je pense que ce sont les meilleurs James Bond qui aient jamais été faits, donc c'est quand même dur pour lui, il est au milieu, il a été dans un très mauvais contexte de création.
bah voilà, là on se retrouve du coup avec un film, comment dire, un très mauvais James Bond, ou on va dire simplement un James Bond très moyen, au milieu des deux meilleurs, donc c'est un petit peu dur, quoi. C'est aussi le film souffre forcément à la comparaison. Mais sorti de ce contexte-là, c'est un bon petit film d'action, nerveux, et pas si mal sur son fond, ce qu'il dit est pas inintéressant. Mal équilibré certes, pas un chef-d'œuvre, mais pas si mal. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est ce que Mark Forster a vite décidé de faire quand il s'est rendu compte que il n'avait pas de scénario, que lui, ce qu'il s'est senti capable de faire, ce qu'il a voulu réaliser, c'est un peu un film de vengeance hard-boiled, un peu façon 70s, qui est compréhensible, qui est un choix que je peux comprendre. Ça lui a permis d'aller à fond dans le truc, et puis en plus, il était réellement emballé par l'idée de faire visiblement une histoire un peu hard-boiled. C'est pour ça que le film a beaucoup de scènes d'action. Mais je pense que même si c'est un choix que je peux comprendre qu'il ait dû faire rapidement, c'est à mon avis un mauvais choix. Il aurait mieux fait de faire un film d'espionnage, avec un scénario simple, mais avec quelques scènes d'action. Je pense qu'il aurait été mieux dans la lignée des James Bond de Craig, qu'avec un film de vengeance, on va dire, un peu bas du front, qui semble prolonger l'état d'esprit du James Bond de la fin de Quantum of Solace, de Casino Royale, pardon, sur tout un film, ce qui était à mon avis pas nécessaire. Mais bon voilà, il a dû écrire le scénario sur le tournage, encore une fois, le mec, quoi, faut quand même se rendre compte de ça. Comme quoi, il me semble important de connaître le contexte de création d'un film, parce que ça explique vraiment beaucoup de choses parfois. Alors, de mon point de vue, on devrait prendre Quantum pour ce qu'il est, un film fait dans de mauvaises conditions, avec un script pas fini, et qui, dans ces conditions, n'est pas si mal au final. Et passons à la suite, parce que je pense que c'est pas la peine de lui tomber dessus, c'est un film qui a beaucoup de désamour. C'est pour ça que j'avais envie de faire une chronique aussi, de prendre un petit peu mon temps pour expliquer ça sur ce film. Même si je suis d'accord, il n'y a pas de quoi pavoiser et dire, voilà, analyser ce film pendant des heures. C'est plutôt son contexte et le résultat vis-à-vis du contexte que je trouve intéressant de mettre en lumière. Et donc, comme je disais, passons à la suite, parce que là, le film suivant a eu un bien meilleur contexte pour être construit, pour être créé, voire d'excellentes conditions. Pour la petite anecdote finale, hein, quand même, aussi bien Daniel Craig que Mark Forster ont quand même dit qu'ils ne referaient plus jamais un film dans ces conditions. Hein. Donc voilà, ils ont quand même, c'est pas un bon souvenir pour eux non plus, même s'ils se cachaient pas du résultat, ils n'étaient pas assez fiers, ils étaient pas assez. Le tournage a dû être extrêmement stressant, donc à mon avis, ils n'ont pas envie de se refaire ça de sitôt, attaquer un film de grosse production sans scénario terminé. Voilà, pour la petite parenthèse, j'ai pas parlé trop de la filmographie de Mark Forster, mais Mark Forster, c'est le réalisateur notamment de Finding Neverland, un film sur le créateur de notamment, pas Robin des Bois, n'importe quoi, Peter Pan, qui est pas mal, avec Kate Winslet et Johnny Depp, un petit film mais sympa. World War Z, qui est un film assez bancal, qui avait de bonnes idées au départ, mais qui s'est complètement foiré, qui a dû être réécrit, qui a été un gros problème de production. Visiblement, il y a eu de grosses tensions entre Brad Pitt et Mark Forster, et au final, ils se parlaient même plus. Donc c'est un film qui a été visiblement fini dans des conditions très difficiles. Et voilà, donc Mark Forster, c'est pas forcément un réalisateur que j'adore, mais pour le coup, il faut lui rendre quand même, pour un film fait sans script, c'est pas de mal du tout Quantum of Solace. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup les amis, on se retrouve bientôt pour la suite du récapitulatif et puis pour d'autres épisodes de HO. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, commenter, surtout commenter, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre point de vue sur les films, ça m'apprend énormément. Et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de À voir pour le coup. Salut les amis, à bientôt, ciao ciao.